Bonjour à tous. Vous n'êtes pas sans savoir que les 12 et 19 juin prochains, nous élirons la nouvelle Assemblée nationale. 577 postes sont à pourvoir et si je prends en exemple les Alpes-Maritimes, 9 circonscriptions seront soumises à vos suffrages. Sans rentrer dans des considérations politiques ou autres, on peut dire que le poste de député fait rêver. Ne serait-ce qu'à voir, et je la prends en exemple, la 7e circonscription de notre département en 2017. 13 listes étaient déposées, donc 13 prétendants, qui se soumettaient à vos votes. Pourquoi autant de candidats ? Peut-on se présenter individuellement ? Ou mieux, faut-il être soutenu par un parti, un courant politique ? Il faut savoir que sur les 9 députés élus dans notre département, 5 sont issus du giron politique. Adjoint au maire, militant, conseiller municipal, départemental, régional. Quel est le cheminement de pensée pour se sentir légitime de solliciter la mandature ? Et quand on s'investit, est-ce qu'on est sûr d'être élu ? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres plus personnelles, il fallait quelqu'un du sérail, quelqu'un qui connaisse tous les rouages de la vie politique française, du conseiller municipal au vice-président de l'Assemblée nationale, décoré chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier dernier. Rudy Sall, bonjour. Bonjour. Je vous propose de revenir sur votre parcours, vos aspirations, vos rêves, vos réussites, vos échecs, s'il y en a eu. Vous êtes né le 30 juillet 1954 à Nice, donc vous êtes un véritable Niçois. Vous avez vu Nice changer, évoluer. C'était quoi Nice quand vous aviez 7-8 ans ? C'était une ville de vacances, c'était un port, c'était quoi ? Pour moi, c'était beaucoup plus que ça, c'était ma ville. Pour moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait pas Paris et la province. Il y avait Paris, Nice et la province. Et je considérais que c'était mon univers. Et je me suis tout de suite intéressé très très enfant, très jeune, à la politique niçoise. Je m'intéressais aux travaux, j'étais abonné tout jeune, j'avais 10 ans. J'étais abonné au journal municipal de Jean Médecin. Et donc, je regardais les travaux qui se faisaient, etc. C'était une passion d'enfant. Et donc, j'ai grandi avec cette passion. Et puis après, j'ai fait des études de droit. On en reviendra tout à l'heure. Voilà. Dans quel milieu vous avez grandi ? Écoutez... Vos parents ? Mais mon père était entrepreneur de spectacle. Donc, j'ai toujours vécu dans l'événementiel, dans le spectacle. Vous aviez des frères ? Non, j'avais une sœur. J'ai une sœur. Vous avez toujours une sœur ? J'ai une sœur qui habite aux États-Unis. Donc vous n'êtes pas enfant unique. Donc on parlait tout à l'heure de 7-8 ans. Donc alors vous avez vu Nice à ce moment-là. Vous habitiez où à Nice ? Écoutez, j'ai habité dans plusieurs quartiers. J'habitais d'abord au Piole. J'étais à l'école de la Mantega, qui est une école vraiment niçoise, au pied de la colline de Pessicard. Et devant ma maison, à l'époque, il y avait le lycée du Parc Impérial, mais l'ancien lycée du Parc Impérial. Le lycée du côté du boulevard Gambetta. Oui, absolument. Le lycée d'aujourd'hui n'existait pas. Il y avait un grand jardin maraîcher. C'est vous dire si c'était bucolique, c'était un peu la campagne. Nice, c'était beaucoup plus petit alors. Oui, bien sûr. Nice était beaucoup moins peuplé qu'aujourd'hui. Et bon, c'est la 5e ville de France. C'est une des premières métropoles de France. C'est aujourd'hui une grande ville avec laquelle il faut compter. Mais à l'époque, l'ambiance était différente. Après, j'ai habité au Montberon. Donc là, je voyais la ville de l'autre côté est, avec une vue sur l'ensemble de la ville. Et puis, j'ai habité la promenade des Anglais. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup voyagé dans Nice. Quand on regarde votre parcours, on lit avocat de profession. Juste avant, quel a été le cursus du petit Rudy Sall en primaire, par exemple? Je suis sûr qu'il était bon élève, qu'il n'avait que des bons points. Non, je n'étais pas le premier de la classe. Jamais été premier de la classe. D'ailleurs, j'étais un élève sérieux, assidu, qui essayait de bien faire, mais dans la moyenne. Je faisais pas particulièrement des éclats. Surtout, j'avais un très mauvais second trimestre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était la période où avait lieu le carnaval de Nice. Et donc, c'était pour moi un moment de relâchement. Alors, je me rattrapais au 3e trimestre, ce qui m'a toujours permis de passer dans la classe supérieure sans avoir à redoubler. En 1968, Rudy Sall, vous avez 14 ans. Mai 68, est-ce que c'est descendu à Nice ?
Oui, bien sûr. Donc il y avait blocage, usine occupée, révolution. Chez nous, vous savez, au mois de mai, il fait très beau, il commence à faire chaud, on commençait à aller à la plage. Et donc, nous avions des professeurs... Qu'est-ce que 108 à la plage? Il y avait des professeurs qui nous disaient, on vous interdit de venir, et si vous venez, on vous met un 0. Alors, inutile de vous dire que c'était une invitation à ne pas aller au lycée, et donc à nous rendre à la plage. Voilà. Bon, c'était... Je me souviens à l'époque des slogans contre tout, quoi. Enfin, c'était un petit peu une petite révolution, surtout à Paris. Sous les pavés la plage. Sous les pavés la plage, mais chez nous, il n'y avait pas de pavés, il y avait la plage en direct. Voilà. CRSSS, etc. CRSSS, bon. Mais à 14 ans, j'avais la tête ailleurs. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais appris l'anglais et l'espagnol, et j'animais un club d'espagnol au lycée du Parc Impérial, et on avait décidé d'organiser un voyage en Espagne. Un échange avec un lycée espagnol. Et à cette époque-là, pendant les grèves de mai 68, le téléphone ne marchait plus. Le téléphone interurbain ne marchait plus. International ne marchait plus. Parce que pour appeler l'international, c'est pas comme maintenant, vous faites un numéro et vous appelez directement le monde entier. À l'époque, il fallait passer par l'inter. Par un standard. Par un standard. Donc vous appeliez et vous disiez, je veux un numéro à Madrid. Et on vous répondait, ah non, sauf si c'est urgent ou gravissime. Et donc, j'avais pris l'accent espagnol pour dire, écoutez, c'est très urgent et très gravissime, il faut absolument que j'entre en contact avec ma famille. Et on m'a passé donc la communication, ce qui nous a permis, juste après la grève, de faire notre déplacement à Madrid avec notre groupe. Dans les années 1970-71, le public niçois est friand d'opérette. Et pour aller entendre la cantatrice catalane, Montserrat Caballé, chanter Verdi ou la Norma de Bellini. À ce moment-là, est-ce que vous aviez un rêve secret ? Alors écoutez, je n'ai pas chanté avec Montserrat Caballé, mais il se trouve qu'en 71-72, je faisais mes études de droit à Paris, et mon père était l'impresario du chanteur Antoine. Et Antoine avait monté une opérette qui s'appelait Dédé de Christinet, et il se trouve que j'ai participé à cette aventure. J'avais un rôle dans cette opérette qui se déroulait au Théâtre des Nouveautés à Paris. Alors il y avait que des premiers prix de conservatoire, en dehors d'Antoine et moi. Et alors je jouais un rôle de gréviste. Je manifestais sur la scène, j'étais habillé en salopette et je chantais et je dansais. Et à l'entracte, je vendais les disques. Et comme l'opérette se déroulait dans un magasin de chaussures, qu'on appelait les chaussures André, on était sponsorisé par les chaussures André, donc on allait faire des dédicaces toutes les semaines avec Antoine. Donc je partais avec lui dans sa voiture, qui était une grosse Cadillac, et lui il dédicaçait les disques, et moi je vendais les disques à côté de lui. Voilà. Vous avez conservé des contacts avec lui ? Oui, bien sûr, et donc c'était assez drôle, parce que quand je suis devenu député, j'ai été contacté par Patrick Sabatier, qui faisait une émission sur TF1 qui s'appelait Recherche, enfin je ne sais plus quoi, quelque chose comme ça. Avis de recherche. Avis de recherche, très bien. Et l'invité, c'était Antoine. Et donc, on me téléphone en me disant, est-ce que vous participeriez à cette émission ? Est-ce que, éventuellement, vous viendriez chanter sur le plateau, etc. J'étais député, donc j'ai répondu oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et donc, oui, surtout que ça se faisait à l'époque. Et donc, Antoine était, lui, là, il attendait de voir qui allait sortir de derrière les coulisses. Et tout à coup, il me voit venir en train de chanter, etc. Et donc, c'était rigolo comme tout. Alors après, dans toutes les réunions que je faisais à Nice en tant que député, on me disait à la fin des manifestations, une chanson. Alors voilà, donc... Je ne sais pas s'il existe une recette infaillible, une méthode pour choisir son métier ou sa profession et augurer ainsi de son avenir avec assurance. À quel moment Rudy Sall a-t-il choisi sa voie de juriste ? Et pourquoi avocat ? Écoutez, juriste parce que le droit, d'abord le droit m'a toujours intéressé. Et puis, je me disais, le droit mène à tout, il suffit d'en sortir.
C'est vrai que quand vous faites des études de lettres, vous faites des études de géographie, vous avez fait des études de psychologie, vous êtes enfermé dans quelque chose qui est une spécialité. Le droit est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus polyvalent, y compris quand vous devenez parlementaire, vous faites du droit, vous faites la loi. Donc ça a été ma voie et j'ai été très heureux de choisir cette voie parce que finalement c'est quelque chose qui me correspond. J'aime le droit, la loi, le respect, l'ordre et en même temps j'aime aussi défendre mes concitoyens qui sont en difficulté pour une raison ou pour une autre. Je l'ai finalement toujours fait et quand vous êtes avocat, vous en faites la profession et c'était une magnifique profession. En 1983, vous devenez conseiller municipal de Nice. Cette décision, Rudy-Sall, vous la prenez sur un coup de tête ou alors c'était mûrement réfléchi ? Ah, mais c'était un rêve de toujours. Donc, j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Lorsque Jacques Médecin... C'était même pas une décision comme ça, c'était vraiment... Non, c'était une volonté de toujours. Et c'est arrivé quand ? Mais je vous dis, quand j'étais enfant, je devais avoir 7-8 ans et j'avais envie de faire de la politique. Déjà ? À Nice. Vous m'auriez proposé même Saint-Laurent-du-Var, ça ne m'intéressait pas. Vous voyez, vous avez des gens qui se font parachuter. Pour moi, c'était impensable. La politique, c'était à Nice et nulle part ailleurs. C'est local. Parce que j'ai travaillé avec François Léotard. J'ai été son premier attaché parlementaire. Et à l'époque, François m'avait dit si tu veux te présenter dans une mairie dans le Var ou être député dans le Var, je peux t'aider. Et je lui avais dit écoute, le Var, c'est magnifique. Mais moi, il n'y a que Nice qui m'intéresse, donc je te remercie évidemment de la proposition, mais je n'y répondrai pas. En revanche, quand Jacques Médecin, je m'en souviens comme hier, si c'était le 18 décembre 1982, et c'était un samedi matin, nous étions ensemble à Radio Baie des Anges, puisque je m'occupais de cette radio locale, et il faisait tous les samedis matins une émission en direct avec les Niçois. Et à la sortie de l'émission, il me dit, tu sais Rudy, je veux te prendre sur ma liste municipale en 83. Et je lui dis, écoutez monsieur le maire, vous êtes en train de me permettre de réaliser un rêve d'enfant. En 1988, vous êtes élu député de la 3e circonscription. Quand on est élu, à qui on pense tout de suite ? Quand on est élu, à qui on pense ? À sa femme, ses parents, ses enfants ? On pense évidemment à sa famille. Ma femme qui m'a toujours accompagné dans mes combats, mes parents qui m'ont toujours soutenu. On pense aussi à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la campagne, qui sont souvent des petites mains, des gens qui font les choses par amitié, par conviction, et qui ne sont pas sur le devant de la scène, et qui passent des journées et des nuits à aller porter la bonne parole et à défendre votre candidature. Il ne faut jamais les oublier, parce que ce sont des gens extraordinaires. Et puis après, surtout, vous pensez à ce que vous allez devoir faire, parce que quand vous êtes élu, vous avez une responsabilité, il faut savoir l'assumer. C'est le lendemain. C'est le lendemain qui devient le plus difficile, bien finalement. Sûr. Mon invité aujourd'hui, Rudy-Sall, ancien député et vice-président de l'Assemblée nationale. L'engagement politique exprime une opinion relative à une situation politique du moment. Vous le disiez tout à l'heure, 1988, c'est l'époque où Jacques Médecin est encore maire de Nice. Est-ce qu'il y a une corrélation entre Jacques Médecin et vous ? Est-ce qu'il y avait une amitié ? Comment ça se passait ? Jacques Médecin était quelqu'un pour qui... Parce qu'il avait quand même... Tous les Niçois avaient une affection énorme. Oui, mais en même temps... Mais vous savez, il n'a pas été le seul à cette époque. C'est l'époque où la décentralisation commençait. Et donc les maires ne se sont pas rendus compte qu'en leur donnant des pouvoirs, il y avait aussi des contre-pouvoirs qui s'installaient, notamment la Chambre régionale des comptes. Beaucoup de maires l'ont oublié. À Cannes, à Nice et dans bien d'autres communes. Donc voilà, ça a été une époque, la page s'est tournée, mais ce que les Niçois ont gardé pour Jacques Médecin, c'est une énorme affection. Et parce que une grande avenue. Parce que c'était... Alors ça, l'avenue, c'est pour son père. C'est Jean Médecin. Jean Médecin. Et lui, nous avons inauguré avec Christian Estrosi une rue Jacques Médecin, il y a maintenant 2 ans de cela, parce que les Niçois lui restent très attaché, malgré ce qu'il a ensuite commis et pour lequel il a payé. Donc il a payé même assez cher. Mais ceci étant, il restera dans l'esprit des Niçois comme un Niçois qui aimait sa ville. Je le disais dans ma présentation, sur les 9 députés élus dans notre département, la dernière fois, 4 avaient une autre profession. Avocat, puis député, Rudy-Sall. C'est un prolongement qui est logique pour vous. Ah oui, écoutez, vous savez,
quand vous êtes député, vous avez deux casquettes. Vous avez une casquette nationale, vous faites la loi, vous discutez la loi, vous l'amendez. Ça, c'est ce pourquoi vous êtes élu. C'est pour faire la loi. Vous êtes un législateur. Puis le deuxième volet, c'est le travail dans la circonscription. Et là, vous recevez, vous écoutez. Vous recevez beaucoup de gens qui ont des problèmes de logement, des problèmes d'emploi, des problèmes de toutes sortes. Et vous êtes là pour essayer de les aider à résoudre leurs problèmes, et parfois de les défendre. Et on y arrive quelquefois, pas toujours, mais on fait tout pour y arriver. Et souvent même, vous apportez un conseil, un réconfort. C'est un sacerdoce, la députation ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que quand vous devenez député, je l'ai été pendant 30 ans, bien c'est beaucoup de sacrifices sur votre vie privée, vous êtes au service des autres. Sur votre vie familiale, il n'y a plus de soirées, il n'y a plus de week-ends, il y a très peu de vacances, et vous êtes toujours au service des autres. Moi je me souviens quand j'allais au cinéma, vous avez des gens qui me disaient est-ce que je pourrais voir un HLM, et vous ne pouvez pas leur dire ah ben écoutez je suis fermé, venez la semaine prochaine. Vous êtes obligé de répondre et vous êtes obligé de prendre en compte les problèmes qu'on vous expose. Donc ça c'est vraiment le travail de député, et vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre si vous voulez faire bien votre travail. Et finalement, le travail de l'avocat, alors c'est pas de faire la loi, mais c'est de l'appliquer, et puis c'est de défendre les autres. Et là, vous les défendez... Donc il y a vraiment un prolongement, une corrélation. Oui, vous les défendez face aux administrations, vous les défendez face aux tribunaux, bien entendu, face aux attaques dont ils peuvent être l'objet. J'ai beaucoup de dossiers, y compris sur Cannes, notamment sur des occupations sans droit ni titre, avec des gens qui sont dépossédés de leurs appartements. Et croyez-moi, c'est des combats qui durent des mois, et vous voyez la souffrance de personnes qui sont propriétaires d'un appartement, sont obligés de payer leur traite, pendant que vous avez une personne à l'intérieur qui n'en a rien à faire et qui ne paye pas de loyer. Et croyez-moi, ce combat-là, il est difficile à mener, mais quand on arrive au bout de la procédure, trop longue à mon goût, eh bien, évidemment, votre client est très satisfait, mais je crois qu'on est tout autant. Votre engagement politique se situe plutôt au centre, derrière Hervé Morin. Lorsque vous êtes engagé en politique, comment votre entourage a réagi ? Mon entourage a bien réagi. Il y a eu des réactions positives, négatives ? Il n'y a eu que des réactions. Est-ce qu'on vous a dissuadé un petit peu ? Pas du tout, on m'a plutôt encouragé. Et tout le monde savait depuis le départ, de toute façon, que c'était ce que je voulais faire. Donc personne n'a été étonné et tout le monde m'a soutenu, en tout cas dans mon cercle familial, bien entendu. Centriste, je le suis depuis toujours. J'ai profondément le sens de la mesure et le sens de la justice. J'ai horreur des injustices, et puis je pense que la vérité n'est ni à droite ni à gauche. Il y a de bonnes idées. Oui, vous avez commencé par UDF. Oui, absolument. J'ai fait toutes les campagnes de François Bayrou au présidentiel. J'étais chargé de l'animation de sa campagne sur le terrain. Il avait le fameux bus au colza. C'est moi qui m'en occupais et qui le faisait circuler dans toute la France. Bon, donc j'ai toujours été centriste, parfois donc allié avec ce qu'on appelle aujourd'hui les Républicains, qu'on appelait à l'époque le RPR, l'UMP. Les Républicains ensuite. Et puis voilà, aujourd'hui je constate quand même une dérive des Républicains vers l'extrême droite, avec une banalisation de l'extrême droite que je ne peux pas accepter. Tous les Républicains ? Non, pas tous les Républicains, heureusement, mais un certain nombre, et dans le département en particulier. Aux côtés de chaque homme politique, la femme joue un grand rôle. Giscard d'Estaing, Anémone et la cheminée. Près de François, il y avait Daniel Mitterrand. Peut-on concevoir Jacques Chirac sans Bernadette ? On se souvient encore de Nicolas Sarkozy nous annonçant avec Carla, c'est du sérieux. Enfin, François Hollande, le président normal, a maigri pour sa dernière conquête, Julie Gaillet. Rudy Sall, est-ce qu'on peut faire de la politique sans un ancrage familial fort ? Écoutez, nous avons avec mon épouse 42 ans de mariage, donc vous voyez, je crois que là l'ancrage il est solide, mais dès le début de mes mandats, j'ai souhaité que ma femme travaille avec moi. Alors c'était possible jusqu'à l'affaire Fillon,
Mais l'affaire Fillon, malheureusement... Vous la déclariez ? C'était... Ah ben oui, mais bien sûr. Ma femme n'était pas un emploi fictif. Elle travaillait réellement à ma permanence. Tout le monde la connaissait. Tout le monde venait la voir. Elle traitait les dossiers personnels. C'est peut-être même plus facile de travailler avec sa femme. Mais oui, parce que d'abord, j'avais évidemment totale confiance en elle. Et puis, les gens qui venaient me voir, s'ils ne pouvaient pas me voir et qui voyaient ma femme, ben, c'était un peu comme si c'était moi. Et donc, elle figurait dans mon organigramme. Elle figurait sur Internet, sur mon site Internet, etc. Et elle m'a toujours accompagné, elle a toujours travaillé avec moi. Et je regrette d'ailleurs que cette affaire Fillon ait jeté l'opprobre sur les femmes qui travaillaient avec leur mari, parce que nous, quand on a décidé de travailler ensemble, vous savez, la politique est quelque chose de très dur, qui vous accapare énormément. Et j'ai vu combien de couples exploser en vol à cause de la politique et à cause des mandats, parce qu'à un moment donné, il y avait une séparation de fait entre le député qui était totalement absorbé par... Oui, surtout que là, vous êtes à Nice et vous montiez souvent à Paris. Et 2 à 3 jours par semaine à Paris. Et puis l'épouse qui à côté, ou le conjoint qui à côté ne pouvait pas suivre, parce qu'il ne savait pas exactement comment ça fonctionnait. Et donc, moi, je me suis réjoui de pouvoir travailler comme ça avec mon épouse, parce que ça a permis non seulement une efficacité redoublée dans mon mandat, parce qu'elle est attentive à tout, et peut-être encore plus que moi, et puis aussi parce que notre couple a pu vivre de façon harmonieuse et équilibrée. Et d'ailleurs, quand je regarde aujourd'hui, ma fille s'est engagée en politique. Elle est conseillère régionale depuis maintenant. On va revenir tout à l'heure. Il y a une question qui est prévue, bien sûr. Mais voyez, je dis toujours, parce qu'on me dit, mais votre fille est venue à la politique comment ? J'ai dit, vous savez, je crois que c'est à cause de ma femme. Parce que finalement, à la maison, la politique n'était pas un problème pour nous. C'était pas un sujet à polémique. On faisait la politique ensemble. Et donc, c'était un sujet qui était apaisé à la maison. Et donc, pour ma fille, ça a dû faire partie de sa vie, comme ça, dès le départ. Lors des élections législatives de 2017, vous êtes éliminé dès le premier tour. Quel est le premier sentiment qui vous anime ? Ah ben écoutez, une grande déception, parce que, vous savez, il y a une vie après la politique, et je peux en attester. Mais est-ce qu'on le sait avant ? Moi, j'y songeais, oui. J'y songeais, mais je trouve que d'avoir été congédié comme ça n'était pas très agréable, je reconnais. Mais surtout, ce qui m'a navré, j'aurais dû être réélu, j'aurais dû être qualifié pour le second tour. Mais il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont été menées par M. Ciotti, qui d'abord a négocié avec le Front National pour que M. Vardon, qui devait être candidat dans sa circonscription, le soit dans la mienne. Ça, c'est un premier... C'est pas un secret, les journalistes eux-mêmes sont venus me le répéter. Et par ailleurs, il a présenté un candidat républicain de division contre moi, qui a fait 600 voix, et il m'en manquait 300 pour me qualifier. Voilà. Donc M. Ciotti a fait passer un député En Marche. Quand je l'entends critiquer la Macronie, etc., il a été responsable de l'élection d'un député En Marche de plus. Rudy Sall, vous avez acquis une longue expérience de la chose politique, puisque le 27 juin 2007, vous êtes élu vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, 4 questions qui s'enchaînent. D'après vous, quelles sont les qualités requises pour devenir député ? Est-ce qu'on est prédisposé naturellement ou on doit suivre un cursus spécifique dans les sciences économiques, sociales, politiques ? Quel est réellement le rôle, le travail du député ? Vous en avez déjà un petit peu esquissé les abords tout à l'heure. Et comment se passe la semaine d'un député ? Alors, ça fait beaucoup de questions. D'abord, comment les qualités requises, d'abord. Les qualités requises... L'honnêteté ? Honnêteté, bien sûr, mais ça, il n'y a pas que pour les députés. C'est vrai pour tout le monde, de façon générale. Dans le climat actuel, oui, mais non, mais c'est la première qualité qu'on demande à un député. Mais oui, mais c'est, je pense, la première qualité qu'on doit demander à tout le monde. Ça me paraît la moindre des choses. Il ne faut pas être juriste, il ne faut pas être économiste, il faut être... L'Assemblée nationale doit être représentative du peuple français. Est-ce qu'elle est représentative actuellement ? Elle est toujours représentative. Il y a très peu d'ouvriers. Oui, mais il y a très peu d'ouvriers, il y en a quand même. Il y a beaucoup de professions libérales, bien sûr. Mais pourquoi ? Parce que lorsque vous vous engagez en politique, vous êtes élu pendant 5 ans. Vous savez, la durée moyenne
d'un mandat de député, c'est 7 ans. La moyenne. Hein. Les mandats, c'est 5 ans, mais en moyenne, un député, ça dure à peu près 7 ans. Bon, moi, je suis une exception, j'ai fait 30 ans. On a le droit d'être réélu. Ah, on a le droit d'être réélu, bien sûr. Si on est bon député, il n'y a pas de raison. Bien sûr, on a le droit d'être réélu. Mais il faut que l'Assemblée nationale soit représentative. Donc, il faut qu'il y ait effectivement des professions libérales, des enseignants, des fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des ouvriers, des mères de famille sans emploi. Oui, aussi. Il faut qu'il y ait de tout pour composer l'Assemblée nationale. Il y en a, bien sûr. Il y en a. Je reconnais que c'est plus compliqué pour les femmes d'être députées, surtout quand vous êtes mère de famille. Et c'est injuste, d'ailleurs, parce qu'il devrait y avoir une répartition tout à fait égalitaire. Mais c'est vrai que les femmes ont pas simplement leur rôle de députée ou de chef d'entreprise, mais elles ont aussi leur rôle de maman. Et une maman, c'est pas un papa. Et je le dis, j'ai une fille, ma fille aime son père et sa mère à égalité, mais il y a une relation avec la mère qui est différente. Beaucoup plus affective. Et on peut toujours le dire, c'est pas normal, mais c'est comme ça. Enfin, bon, qu'on me démontre le contraire, et puis je me rallierai évidemment. Tout à l'heure, vous évoquiez les 3 jours que vous passiez à Paris. C'est ça le rythme du député. Oui. Alors ça commence quand? Alors, le lundi, le mardi, le dimanche? Le député, ça commence le lundi matin, ça finit le dimanche soir. Voilà l'emploi du temps du député. Oui. Voilà. Et entre-temps, c'est quoi? Alors le lundi est une journée en principe dans la circonscription où on fait le point avec ses collaborateurs sur l'agenda de la semaine, où on prépare les différentes interventions qu'on doit faire à l'Assemblée nationale, où on reçoit des gens qui demandent à être reçus. Et en principe, on part le lundi soir ou le mardi matin à Paris, où d'abord nous avons réunion du groupe parlementaire auquel vous appartenez. Et là, avec le groupe parlementaire, on fait le point sur l'agenda de la semaine, on répartit les rôles, qui est porte-parole de tel ou tel projet de loi, parce que chacun est spécialisé. On est chacun dans des commissions différentes. Donc, moi, j'ai changé de commission à chaque législature parce que j'avais envie de voir d'autres choses. Donc, j'étais à la commission d'affaires culturelles, familiales et sociales. Puis après, j'étais à la commission des lois. Puis j'étais à la commission d'affaires étrangères. Puis après, j'ai été à la commission de la culture. Et donc, vous préparez avec le groupe parlementaire les dossiers. Ensuite, nous avons la séance publique. Alors, vous avez les questions d'actualité du mardi et du mercredi après-midi pendant 1 heure, qui est l'exercice magistral avec la télévision, avec l'ensemble du gouvernement, etc. Et après, vous avez des gens qui sont dans l'hémicycle, et souvent assez peu nombreux, et c'est normal, contrairement à ce que certains pensent. Les gens pensent que quand l'hémicycle est vide, les députés ne sont pas là. C'est pas vrai. En réalité, les députés qui sont dans l'hémicycle sont les spécialistes pendant la discussion d'un projet de loi. Moi, par exemple, j'ai jamais participé à une séance discutant des quotas laitiers, parce que ce n'est pas du tout mon domaine. En revanche, il y avait des spécialistes pour ça. Mais parallèlement à cela, vous avez les réunions de commission, qui, elles, sont très importantes, parce que c'est là où se fait le travail de préparation. Et ça se fait derrière. Et donc, ça se fait derrière. Là, ça n'est pas public, bien que maintenant, vous puissiez suivre tous ces travaux sur le site Internet de l'Assemblée nationale. Mais c'est là que se fait le travail. Et donc, nous avons des réunions qui s'enchaînent les unes après les autres, avec des séances de nuit tous les soirs jusqu'à 1h du matin, et vous recommencez le lendemain matin à partir de 9h jusqu'au mercredi soir ou au jeudi midi, et là vous rentrez dans la circonscription où vous attendent à nouveau des rendez-vous, des réunions, des inaugurations, préparées par votre femme, etc., et préparées par mes collaborateurs, puisque j'avais 3 collaborateurs, donc qui effectivement vous préparent tout cela, et vous avez le samedi et dimanche des inaugurations, des manifestations culturelles, sportives auxquelles vous êtes invités, et il faut répondre évidemment à ces invitations. Jennifer Sall-Barbosa, votre fille, a l'air de suivre votre parcours, puisqu'avocate au barreau de Nice, on la suit comme conseillère régionale, municipale, métropolitaine, adjointe au maire de Nice. Rudy Sall, le gène, l'attrait pour la politique, c'est transmissible ou héréditaire ? Écoutez, je ne peux pas vous répondre. Ou alors c'est comme Astérix, Obélix était tombé dans la potion magique. Elle est tombée dans la potion magique très jeune. J'ai été, vous savez, je suis devenu conseiller municipal de Nice, elle avait 3 ans. Et ma fille m'a toujours connu élu.
tout le temps. Sauf maintenant où je ne le suis plus, c'est elle qui l'est. Mais donc, dès qu'elle a commencé à comprendre, elle savait ce que je faisais. Je me souviens notamment pendant les campagnes électorales, lorsque, d'abord, quand je me suis présenté la première fois, j'avais contre moi Jacques Perrat, Front National, le leader du Front National départemental. Oui, je me souviens. Et en 93, j'avais Jean-Marie Le Pen contre moi. C'est d'ailleurs la dernière fois où il s'est présenté aux élections législatives. Dans une campagne extrêmement violente, alerte à la bombe, menace de mort, une étoile jaune sur ma voiture. Vous aviez même déposé une plainte. Oui, bien sûr. Et je vous dis, une étoile jaune sur ma voiture, puis ma voiture volée, retrouvée brûlée, une escorte policière mise par le préfet pour assurer ma sécurité. Et ma fille, qui était à l'école, elle avait 13 ans, alors quand elle voyait les affiches de Le Pen, ou quand elle voyait des graffitis sur mon affiche, évidemment, elle décollait les affiches et elle faisait en sorte que bon ordre soit respecté sur les panneaux électoraux. Voilà. Puis après, elle a fait toutes mes campagnes, au fur et à mesure qu'elle grandissait, avec ses copains et ses copines, elle s'organisait pour faire des opérations avec les jeunes. Et vous êtes fier de votre fille? Ah, j'en suis très fier, parce que elle fait ça avec énormément de cœur. Elle est adjointe au maire en charge des affaires sociales, et croyez-moi, pour s'occuper des affaires sociales, surtout en ce moment, il faut énormément de dévouement et de cœur. Et puis à la région, elle s'occupe du tourisme, elle est présidente déléguée du comité régional du tourisme. Donc voilà, elle est très très active. Elle s'occupe aussi à Nice de ce qu'on appelle les animanistes, c'est-à-dire les centres d'animation pour les jeunes et les moins jeunes, avec beaucoup d'activités. Voilà, alors elle jongle avec tout ça. Elle est aussi avocate avec moi. Mère de famille. Et mère de famille. Et je vous assure, j'ai beaucoup d'admiration. Je me demande comment elle arrive à s'organiser, mais elle le fait très bien. En 20 ans, le statut de député a-t-il évolué? À l'heure où l'abstention oscille entre 25 et 28%, avec un désintérêt de la chose publique et paradoxalement un surplus de postulants par rapport aux votants. Rudy Sall, comment vous voyez l'évolution de l'Assemblée nationale et de nos institutions? Est-ce qu'elles sont adaptées au XXIe siècle? Et avec tous les mouvements sociaux qui sont prévus par une partie de l'électorat à la rentrée, nos institutions, notre Constitution, est-ce qu'elles sont encore adaptées? Je pense qu'il va falloir faire évoluer beaucoup de choses. D'abord, il y a des lois qui ont été votées, qui apparaissaient très bien, et qui, à la longue, posent question. Alors, il y a eu le septennat qui est devenu quinquennat. Est-ce que c'est une bonne chose, d'après vous? Le fait que le mandat il y a du pour, soit... Il y a du contre? Alors moi, écoutez, j'étais contre la cohabitation parce que je trouvais que le système était pervers. Tantôt le pouvoir était à l'Élysée et quand il y avait une majorité pour le président de la République, tantôt il était à Matignon quand la majorité était contre le président de la République. Donc moi, le quinquennat ne me gêne pas. En revanche, effectivement, depuis qu'il y a le quinquennat, l'élection législative suit la présidentielle un mois plus tard. Et donc, il y a moins de focalisation sur la législative que sur la présidentielle. D'où la baisse des électeurs, parce que les gens qui ont voté au présidentiel pensent que les jeux sont faits et disent après, bon ben, voilà, on va confirmer. Ils se disaient ça aussi voilà. Lors de la présidentielle. Hein. Vous avez vu l'abstention non, mais malgré tout... Au premier tour et au second tour. Oui, mais on est quand même encore dans des chiffres de 75% de participation. Aux législatives, et notamment dans le département, on tombe parfois sous la barre des 50%. C'était le cas la dernière fois. Donc ça, et vous pensez que ça sera le cas aussi cette fois-ci? Oui, et malheureusement oui. Malheureusement oui, et je le regrette, mais je pense que l'abstention sera très forte. Il faut donc absolument mobiliser les électeurs. Deuxièmement, une loi que moi j'ai beaucoup regrettée et contre laquelle j'avais voté, c'est la suppression du cumul des mandats. Parce que vous aviez au Parlement des maires, des conseillers généraux, des conseillers régionaux, des gens qui avaient une expérience de terrain, et qui, lorsqu'ils prenaient la parole, ils exprimaient la voix du terrain. Ce qui a beaucoup manqué à l'Assemblée sortante, où la plupart n'avaient eu aucun mandat, et qui se sont retrouvés du jour au lendemain des députés, mais des députés hors sol. Et ça, je pense que ça n'est pas bien. Donc il faut absolument privilégier la candidature aux législatives comme étant l'aboutissement d'un parcours. C'est-à-dire, vous êtes élu local, vous avez été militant, vous avez collé des affiches, vous en avez pris plein la figure. Voilà ce qu'est le parcours du combattant. Vous avez participé dans des mairies, exactement. Travaux, etc. Et ça, c'est très important parce que ça vous permet de savoir quelles sont les aspirations des gens, quels sont leurs problèmes, et vous n'allez pas les inventer. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire « Ah, les Français pensent ça parce que vous pensez ça ». Non, il faut exprimer ce que vos électrices et vos électeurs, et même s'ils n'ont pas voté pour vous,
pensent, comment ils vivent, quelles sont leurs souffrances, quelles sont leurs attentes. Et ça, je trouve que ça appauvrit le Parlement. Enfin, il y a, et c'est une vraie interrogation pour moi, j'ai toujours été hostile à la proportionnelle parce que je pense qu'il faut une majorité pour gouverner le pays. Il ne faut pas retomber dans les travers de la 4e République où vous aviez un gouvernement qui durait 15 jours. Absolument. En revanche, j'ai évolué sur ce point et je pense qu'il faut maintenant absolument une dose proportionnelle. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Écoutez, quand Marine Le Pen fait 42%, au deuxième tour. Et qu'elle a 7-8 députés. Donc c'est pas normal. Je ne partage pas du tout ces idées, vous le savez, et je les combats. Mais je préfère qu'on combatte ces idées au Parlement que dans la rue. Et c'est la même chose pour Jean-Luc Mélenchon. Quand un parti autour de Jean-Luc Mélenchon fait 20 ou 21% des voix, s'il n'a pas de groupe à l'Assemblée nationale, c'est préoccupant, parce que ça veut dire qu'il y a une large partie des Français qui n'est pas représentée. Et quand vous ajoutez donc les partis extrêmes, qui totalisent près de 40 et quelques pourcents dans le scrutin présidentiel, il faut absolument qu'il y ait une représentation parlementaire, parce que sinon, c'est dans la rue que ça va se passer, et nous voyons comment ensuite les choses deviennent immaîtrisables. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut une dose proportionnelle, mais avec un système qui garantisse une majorité. Parce que s'il n'y a pas de majorité, le pays est ingouvernable. Il est déjà difficile à gouverner, alors je pense qu'il ne faut pas en rajouter. Oui, sinon on en vient un petit peu à l'israélienne. Donc c'est très difficile. Mais vous savez, j'ai reçu un jour une délégation israélienne, j'étais vice-président de l'Assemblée, et j'ai reçu une délégation de la Knesset. J'étais évidemment pendant un temps président du groupe d'amitié France-Israël, et j'avais reçu une délégation de la Knesset qui venait à Paris et à Londres pour examiner nos systèmes électoraux. Et donc, je leur avais expliqué le système majoritaire français. Ensuite, ils sont allés à Londres pour voir le système majoritaire britannique qui est bien plus cassant que le nôtre, puisque là, il n'y a pas 2 tours, il n'y en a qu'un seul. Donc, au premier tour, celui qui est arrivé en tête est élu. Et donc, les petits partis n'ont aucune représentativité. Et donc, j'expliquais ça. Et bon, le Likoud était intéressé, les travaillistes étaient intéressés. Et à un moment donné, le parti religieux s'approche de moi et me dit « Monsieur, ce que vous nous expliquez est très intéressant, mais on ne changera rien. » Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'en réalité, pour avoir un député en Israël, il fallait faire 2% des voix. Ils sont montés à 3,5%. Donc il y a eu quand même un progrès, mais ça veut dire qu'il y a une recherche permanente d'une coalition, parfois un peu improbable. C'est un peu le cas aujourd'hui. Pour l'instant, le gouvernement tient d'ailleurs, malgré des positions assez divergentes. Ils sont vraiment sur la corde raide en permanence. Mais c'est le principe de la démocratie israélienne, donc je n'ai pas à le commenter ni à le critiquer, même si de temps en temps, les gouvernements israéliens se trouvent un peu en difficulté à cause de cette recherche de majorité permanente, et comme ce sont des gouvernements qui ont à faire face quand même à des crises importantes, crises à cause évidemment d'un environnement particulièrement hostile, un pays qui se retrouve souvent attaqué et en guerre, qui est obligé de prendre des décisions courageuses et difficiles. Bon, sur ces questions-là, généralement, les Israéliens, toutes tendances confondues, arrivent quand même à se mettre d'accord, ce qui est évidemment très important. Mais quand même, cette proportionnelle intégrale, à mon sens, n'est pas le meilleur système. Président de la Commission du tourisme, des relations internationales et du sport depuis le 3 décembre 2018, Rudy Sall, les touristes du monde entier la choisissent pour son soleil et sa douceur de vivre, la Côte d'Azur. C'est une destination privilégiée pour les Anglais et les Américains, mais le Covid est passé par là. Comment vous entrevoyez la saison touristique qui s'annonce ? Eh bien, écoutez, je suis plutôt très, très optimiste. Voilà, nous avons connu les 2 saisons dernières des moments difficiles. L'activité touristique a été réduite de moitié sur l'année 2020 et 2021. Donc, évidemment, très gros manque à gagner pour l'économie locale. Et la spécificité de la Côte d'Azur, par rapport à toutes les autres régions françaises, c'est que nous avons 70% d'étrangers parmi nos touristes. Quand vous allez simplement dans le département du Var, la clientèle, c'est 80% de Français. Donc ça n'a rien à voir. Et donc ce qui était notre force était devenu notre grande faiblesse, puisqu'il n'y avait plus d'étrangers. Alors nous avons attiré une clientèle française qui a redécouvert la Côte d'Azur. Puis l'année dernière, les Européens ont commencé à revenir.
Les Britanniques, malheureusement, à cause de la pandémie, ont dû retourner en Grande-Bretagne à partir du 15 août. Ils n'étaient pas très contents, mais nous non plus, de les voir s'éloigner. En revanche, nous constatons depuis le début de l'année une reprise. Les chiffres de l'aéroport, qui est un véritable baromètre pour nous, sont excellents et dépassent les prévisions. Je pense qu'on va faire une très bonne saison d'été. Et pour le reste de l'année d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on fait en sorte d'avoir un étalement du tourisme sur toute l'année, avec un tourisme urbain, pas simplement la plage ou les congrès, mais maintenant on a un tourisme qui est vraiment avec une palette très ouverte. Et particulièrement à Nice, où vous avez la mer, la montagne, la culture, enfin bref, vous avez énormément de choses, le sport. Donc on est en capacité d'offrir sur la Côte d'Azur à peu près le tourisme que le monde entier peut proposer sur un petit territoire. Donc on a une très forte progression. C'est la première fois que nous avons 3 vols directs par 3 compagnies différentes entre Nice et New York, avec Delta Airlines, United Airlines et la compagnie, qui est une compagnie française uniquement en business class. Nous avons 4 compagnies qui vont desservir le golfe arabo-persique avec des correspondances sur l'Inde, sur l'Australie, sur le Japon, sur la Corée, etc. Nous avons une très forte reprise de l'Europe, des Britanniques en particulier, qui sont notre première clientèle étrangère. Je ne parle pas des Italiens qui sont chez eux, mais bon. Et je vous dis donc, on est plutôt aujourd'hui très optimiste. Je reviens de Vienne où on a fait un salon pour les 12 pays d'Europe centrale. Il y avait un engouement extraordinaire et franchement, je suis plutôt très confiant. Voilà, en tout cas, on fait tout pour et croyez-moi, on se bat pour rendre la Côte d'Azur la plus attractive possible. Rudissal, en dehors de la politique, vous avez un violon de magre ? Oui, j'ai... La musique ? La musique. Je suis très éclectique. Le sport ? Le sport, non, un petit peu comme ça, quoi, pour s'entretenir. Mais je suis pas un grand sportif. Mais je ne peux pas me passer de musique, donc je suis obligé d'en écouter tout le temps. C'est pour ça que je parlais de Montserrat Caballé tout à l'heure. Voilà, mais donc j'aime l'opéra, j'aime la variété française, j'aime la musique classique, mais j'aime aussi... Et Antoine ? Mais j'aime aussi la samba et la bossa nova, dont je suis un mordu, et voilà. La religion, le sacré, la tradition, l'exemple, dans la vie de Rudissal, est-ce que c'est important ? Alors oui, c'est important. Je suis catholique par mon père et je suis juif par ma mère. Donc vous êtes juif ? Donc je suis juif et catholique. Voilà. Pour les juifs, je suis juif. Pour les catholiques, je suis catholique puisque j'ai été baptisé, que j'ai fait ma communion. Et donc pour moi, je suis surtout œcuménique. Mais les traditions, c'est important ? Oui, je dirais que les traditions sont encore plus importantes que la religion pour moi. Je ne suis pas pratiquant du tout, ni dans une religion, ni dans une autre. Pas du tout pratiquant. Mais en revanche, je suis très attaché à notre culture judéo-chrétienne, qui est fondatrice de la société dans laquelle nous vivons. Et je pense que ça, il faut en avoir la fierté et en même temps le zèle. Sans vouloir l'imposer à personne. Mais on est dans une société qui s'est bâtie à partir de ces valeurs-là. Et ces valeurs, pour moi, ces valeurs humanistes, elles sont beaucoup plus importantes que d'aller à la messe ou à la synagogue régulièrement. Parce que j'ai vu des gens qui allaient à la messe, et puis qui allaient se confesser le samedi, ils effaçaient l'ardoise, et puis recommençaient l'année, et puis hop, après ils réeffaçaient l'ardoise une semaine après. Moi, je préfère qu'on n'efface pas vraiment l'ardoise et qu'on essaie de se comporter comme il faut, avec des valeurs qui sont importantes pour nos vies et pour ce à quoi on croit. Je recevais ce matin un homme pour qui j'ai énormément de respect pour ses idées et son parcours. Merci Rudissal de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de m'avoir proposé. Je suis venu avec grand plaisir et je vous écouterai et vous regarderai avec le plus grand plaisir aussi. Pas pour me regarder moi, mais pour en regarder d'autres, parce que vous avez un agenda qui est assez chargé. Merci Rudissal. Merci.